Bonjour, bon vendredi à tous, madame, messieurs. C'est la revue des grandes unes et bien entendu, la presse est disponible en kiosque ce matin également. Vous aurez l'occasion de parcourir les tabloïds et être au parfum de l'actualité. La nouvelle expression par du climat des affaires. Un expert décrypte la lettre du JICAM. C'est le grand titre du numéro de ce matin. Le fiscaliste Pierre Alakalaka, professeur d'université et conseil fiscal agréé CEMAC, décortique la correspondance inédite adressée au président de la République et qui dénonce les manœuvres du directeur général des impôts. C'est à lire à page 9 du journal. Le même journal parle du double scrutin de février prochain. Grosse inquiétude des partis. Financement de la campagne électorale. Représentation au sein des bureaux de vote. Le nombre des bureaux de vote sont donc notamment des points de discorde en ce moment. C'est en page 3 du journal qui parle aussi des municipales 2020. Ti groupé à Douala Premier. Des vifs commentaires annoncent bien entendu une campagne houleuse par rapport à la gestion globale de la commune par le maire sortant. C'est en page 2 de ce numéro également. Et on parle également des sélections nationales. La colère de Jean-Paul Akono. Il s'interroge sur les critères ayant donc poussé les autorités camerounaises à porter leur choix sur Concessao et Aroga. C'est en page 12 du journal également. Disponible en kiosque. Le Messager pour sa part parle donc de la crise anglophone. L'armée montre donc ses muscles. Le journal fait savoir que les forces de défense et de sécurité ont d'ailleurs intensifié leurs opérations militaires dans les zones dominées par les séparatistes à quelques jours seulement du double scrutin. Tout cela est contenu en page 3. Le journal s'intéresse également aux élections et corruption. La mise en garde de Jean-Simon Pierre Ongola, le député RDPC, invite d'ailleurs les candidats à lutter contre cette gangrène. C'est en page 4 du journal Le Messager de ce matin. L'autre journal disponible en kiosque, c'est L'Œil du Sahel qui parle de fiscalité. JICAM, Direction générale des impôts. Comprendre la discorde, c'est en page 3. On parle également des contestations avec les enseignants qui lancent l'opération Mardi Noir. Le journal s'intéresse aussi au maillot Cani avec 2000 petits ruminants offerts donc aux familles vulnérables. On parle de l'extrême nord aussi avec des militaires blessés et 2 personnes égorgées dans des attaques de Boko Haram. Et parlant de Boko Haram justement, il y a l'inextirpable. C'est une question que se pose donc Bobo Ousmanou, qui est donc colonel de gendarmerie à la retraite. Dossier à lire de la page 10 à la page 11 de ce numéro disponible en kiosque ce matin également. Le journal a dans d'autres informations. Toujours dans la presse, on va découvrir ce que les numéros, la presse propose parlant de émergence qui parle justement de l'Afrique. Pourquoi le sentiment anti-français est-il donc le vent a-t-il le vent en poupe? C'est une question, mais seulement le journal précise qu'il y a 10 experts qui s'affrontent sur cette question. C'est à découvrir dans le journal Émergence. Émergence s'intéresse aussi à autre chose, parlant d'Ayos, un enseignant brutalisé par le sous-préfet. C'est dans le numéro de ce matin. Toujours dans la presse, il y a le soir hebdomadaire qui parle des performances avec les faits d'armes de Mopa Fatouing, qui aujourd'hui à la Direction générale des impôts, qui a donc renouveler bien d'autres aspects qui permettent aujourd'hui aux hommes d'affaires de pouvoir se mouvoir aisément. Il n'y a plus de colère, encore moins des éclats de voix comme par le passé. C'est donc un véritable dossier que je vous invite à lire dans le journal Le Soir hebdomadaire ce matin. Le journal parle également de jeudi chaud à la prison de Kondengi à Yaoundé. Le général Lambéré pris donc en chasse par les détenus du nord-ouest et du sud-ouest. C'est le journal qui propose le sujet ce matin. Le quotidien Le Jour parle de gouvernance. Pourquoi la corruption ne recule pas au Cameroun? Le journal fait savoir que dans l'indice de perception de la corruption publié par l'ONG Transparency International, le pays est donc aujourd'hui classé 153e sur 180 pays en dégringolade donc de 13 places en 4 ans. C'est beaucoup quand même pour notre pays. Loin derrière, la Côte d'Ivoire, c'est le journal qui propose l'information ce matin. C'est dans le quotidien Le Jour. Le journal parle également de santé, des cas suspects de choléra dans le littoral. C'est ce que le journal propose également ce jour. Toujours dans la presse, il y a Mutation qui parle du lycée du bilingue d'Ayos avec un seul titre à vos ordres. C'est le journal qui le dit. Le journal parle également des campagnes électorales. Où est passé le financement public? C'est une question que se pose le numéro de ce matin. La suite, c'est à découvrir dans le journal. Cameroun Tribune pour sa part parle de 37e promotion de l'EMIA. Le triomphe, c'est le journal qui le dit également. Le président de la République, chef des forces armées, président, préside ce jour à la cour d'honneur de la brigade du quartier général. La cérémonie
cérémonie de remise des épaulettes donc au lauréat de la promotion générale de division Cody Jacob. C'est le journal qui propose également cette actualité aussi. Il y avait d'autres informations que je vous invite à lire dans le journal Cameroun Tribune de ce matin. Le quotidien, j'allais dire l'économie, parle donc de gestion publique, un 6e décaissement de 44 milliards de francs CFA du Fonds monétaire international en faveur du Cameroun. Le journal fait savoir que c'est ce qui ressort du conseil d'administration du Fonds monétaire international qui a donc achevé le 22 janvier dernier la 5e revue de l'accord de facilité donc de crédit élargi pour le pays, notamment le Cameroun. C'est dans le journal, c'est un dossier à lire ce matin. Voilà ce que la presse nous propose, celle que nous avons reçue à notre rédaction. C'est le dernier jour de la semaine. Georges Semé, bonjour et bienvenue. Merci, bonjour à vous, M. Nogo. Bonjour à tous les inconditionnels de ce plateau. Alors, avec vous, nous allons faire le tour de quelques sujets proposés par les tabloïds de ce matin. Et également en face de vous, il y a Camille Nélé. Bonjour. Bonjour Flavien Ballon-Dongo, bonjour Georges Sommet, bonjour aux téléspectateurs d'Equinox Télévision. Et surtout, moi je demanderai aux uns et aux autres de faire preuve de plus en plus de vigilance chaque jour, surtout par rapport à ce qui défile dans les réseaux sociaux. Parce que depuis quelques jours, circule une vidéo selon laquelle la maison de l'ancien Premier ministre Simon Achille-Achou aurait été brûlée et en même temps que son fils. C'est certainement gros, mais aucun journal de la zone anglaise ne nous a répercuté cette information, mais seulement cette information est distribuée dans tous les réseaux sociaux de telle manière qu'elle contribue à faire une sorte de contamination de la terreur. Moi, je pense qu'il faudrait que les gens soient vraiment circonspects parce qu'on est en train de tout faire pour faire peur aux gens et leur faire croire que l'ennemi est à leur porte. Donc, avec cette information qui n'a été confirmée par personne, mais qui inonde complètement les réseaux sociaux, il faut que les gens fassent vraiment preuve de circonspection à la veille de ces élections. Très bien. Alors, dans la presse ce matin, il y a le Messager qui parle donc de l'armée qui montre ses muscles. Le journal le précise. C'est un titre pour parler également des forces de défense et de sécurité qui ont d'ailleurs intensifié leurs opérations sur le terrain dans les zones dominées par les séparatistes, c'est dans les régions anglophones. Alors c'est une actualité qui continue de faire les choix de la presse. Ces élections couplées du 9 mai 2020, on observe que la pression sécuritaire s'accentue davantage avec le déploiement non seulement de l'infanterie, ce que nous appelons l'armée de terre ici, mais également des gendarmes et des policiers pour sécuriser les opérations électorales, mais également pour préserver l'intégrité de notre territoire. Ça, c'est en rapport avec la question électorale. Mais nous savons que depuis 2016, cette même armée est confrontée à ce danger sécessionniste qui nous vient de ces deux régions anglophones et d'importants déploiements en hommes et en matériel sont effectués de ce côté. Mais au fur et à mesure que cette crise se cristallise et s'enlise, on se rend compte que le pouvoir central met davantage dans ce territoire beaucoup d'hommes. C'est à se demander si toutes les mesures militaires qui avaient déjà été prises dès le déclenchement de cette crise, n'ont pas porté leurs fruits. Donc, nos confrères du Messager ont tout à fait raison de dire que l'armée montre ses muscles en déploiement en hommes, en matériel, mais surtout dans le cadre effectivement de cette opération électorale qui va se dérouler dans des conditions extrêmement difficiles. Et l'État, dans ce cadre-là, a décidé d'augmenter en hommes encore l'armée camerounaise, mais également en matériel et en ajoutant d'autres corps qui vont permettre à ce que ces opérations électorales se déroulent de la façon la plus sereine. Mais là, la bataille n'est pas encore gagnée parce que autant l'État prend des mesures pour sécuriser les biens des personnes, autant les sécessionnistes également prennent des mesures pour empêcher que ces élections se tiennent, mais également pour davantage mettre la pression sécessionniste sur le pouvoir central. Donc, je pense qu'on joue ici à malin et demi, mais la tension reste perceptible et le pouvoir central a davantage les moyens aujourd'hui d'accroître la pression sur ces sécessionnistes. C'est un peu comme le jeu du chat à la souris. En fait, si on s'en tient en tout cas au titre de Le Messager, l'armée montre ses muscles avec également ce nouveau déploiement des forces de défense, un nouveau matériel également pour pouvoir mettre un terme à ces exactions que l'on observe dans les régions anglophones. Mais disons que c'est d'abord pour faire face à une situation bien précise, c'est-à-dire que la sécurité des personnes est bien tout le long de l'élection. Évidemment, le dispositif qui est mis en place va continuer, parce qu'il n'est pas seulement là pour l'élection, mais il va continuer dans ce sens que
il faut vraiment trouver une solution à ce problème. Bon, on voit les hommes, on voit la logistique, mais on ne voit pas d'autres choses qui sont cachées, parce que l'armée ne dit pas tout ce qu'elle a à faire, parce qu'aujourd'hui, ayant pris la mesure de la réalité sur le terrain, elle sait que ce ne sont pas seulement des militaires implantés partout, ce ne sont pas seulement des brigades de gendarmerie ou bien des patrouilles, mais il y a même beaucoup d'autres éléments qui, dans le domaine militaire, relèvent de la stratégie. Donc, il ne faudra pas seulement s'en tenir à ce déploiement de militaires, il faudra plutôt comprendre que l'armée allait au-delà du déploiement militaire pour davantage permettre une meilleure sécurisation des personnes et des biens et surtout un meilleur contrôle du territoire, parce que ça commence à bien faire. Les autorités militaires ont eu le temps de prendre toute la mesure de la vélocité, de la férocité et surtout du caractère c'est-à-dire fulgurant des attaques de ces groupes armés. Donc ils sont en train de maintenant, ils sont dans une autre phase de combat et espérons qu'elle va au moins redonner un peu plus de quiétude aux populations du nord-ouest et du sud-ouest. Alors on va s'intéresser au traitement de cette actualité par le messager de ce matin parlant de l'armée qui montre ses muscles. Donc c'est un article à lire en page 3 ce matin. Le journal parle, il y a l'Éditorial qui s'intéresse également à Boko Haram en posant une question, l'inextirpable. Il s'agit là de Bobo Ousmanou, qui est donc un colonel de gendarmerie à la retraite, qui retrace un peu, qui revient sur les difficultés que rencontre le septentrion en matière de lutte contre Boko Haram. Il faut dire que le remarquable article qu'a commis le colonel Bobo Ousmanou, colonel de gendarmerie à la retraite, vous savez, vous n'avez certainement pas connu le colonel Bobo il y a 20 ans ici, parce qu'il y a 20 ans, en 2000, il était le commandant de le commandant de la Légion de gendarmerie ici. Non, j'étais déjà adulte, Camille. Adulte, mais il y a 20 ans. Il y a 20 ans, mais vous ne suiviez pas encore l'actualité de la grande criminalité, de la lutte contre le grand banditisme, parce qu'il est arrivé ici à Douala, en provenance justement... C'était hier, ça fait pas longtemps. Il y a 20 ans. Oui. Bon, alors il est arrivé à Douala, il a trouvé une situation de grande criminalité qui était extraordinairement foisonnante. Il s'y est attelé, il s'y est attaqué, et en l'espace de 1 ou 2 ans, il a réduit. C'est un colonel d'ailleurs qui a eu une carrière absolument exemplaire. Mais aujourd'hui, en prenant la parole dans l'œil du Sahel, il pose le véritable problème de Boko Haram au niveau de l'extrême nord. Parce que les attaques que connaît l'extrême nord aujourd'hui doivent être solutionnées d'une autre manière. Et cela m'a fait penser un peu à la décision qu'avait prise le gouvernement il y a une trentaine d'années quand les coupeurs de route sévissaient justement dans la région du Grand Nord. Et à l'Est aussi en même temps. À l'Est, on a fait venir un colonel à la retraite qu'on appelait le colonel Guillaume Pomme, à qui on a donné des moyens spéciaux, qui a combattu ce phénomène et qui l'a réduit à néant. Et le colonel Bobo Ousmanou, dans sa contribution, donne exactement la réalité du terrain. Il dit par exemple qu'il ne sert à rien de mettre des postes fixes partout, parce qu'un militaire qui est fixe, qui a une position fixe, est une cible facile. Mais tandis que des détachements qui sont mobiles sont beaucoup plus difficiles à atteindre. Il a donné la possibilité d'abord au Camerounais, surtout à la hiérarchie, de comprendre qu'il faut maintenant repenser l'attaque de Boko Haram. Moi, je pense que cette contribution de 2 pages est absolument importante, parce que c'est un spécialiste non seulement du grand banditisme, mais de la lutte contre la grande criminalité qu'il a donne. Alors, donc on a cru que Boko Haram était parti. Il y a quand même quelques foyers qui continuent de faire bouger les lignes dans cette partie du pays. Mais maintenant, avec des propositions de Bobo Ousmanou, qui est un colonel de gendarmerie à la retraite, dans le journal L'Œil du Sahel ce matin, les unités en place peuvent s'inspirer de cette méthode. Bien, je crois que la crise anglophone n'a pas effacé le péril de Boko Haram à l'extrême nord, qui est d'ailleurs plus ancien que cette crise anglophone. Et je crois que la tribune qu'a accordée le colonel Bobo Ousmanou à nos confrères de l'Œil du Sahel est absolument objective, elle est opportune et elle est actuelle, parce qu'on a l'impression que le conflit s'enlise malgré tous les moyens financiers qui sont mis au profit de l'armée camerounaise, malgré tous les moyens matériels et les hommes même d'ailleurs, on a l'impression que ce conflit n'arrive pas à être extirpé, pour utiliser ses propres mots. Et on a vu encore il y a quelques semaines de nombreuses attaques qui ont fait encore des morts, non seulement sur le côté civil, mais également au sein des forces armées camerounaises. Ça prouve que le péril Boko Haram est toujours insistant, et je crois que le colonel Bobo, les propositions qu'il a effectuées sont des propositions à être récupérées, pourquoi pas par le commandement. Ça permettrait de changer de fusil d'épaule, ça permettrait de contrecarrer d'une façon les extrémistes de Boko Haram, qui eux également utilisent
une technique de guerre qui n'est pas une technique conventionnelle. Donc je crois qu'il faut se parer de toutes les intelligences, de toutes les éventualités pour permettre à arriver à bout de cette secte nébuleuse qui quand même a déjà causé beaucoup de morts et on va déjà au-delà de plus de 10 ans avec la crise sur Boko Haram. Donc les contributions telles que celles de maître du colonel Bobo sont les bienvenues. Mais j'ajouterais, Flavien Valondongo, que le colonel Bobo Spanoa dit quelque chose de fondamental. Il dit que généralement, dans la lutte contre ce genre de terrorisme, deux tiers des moyens sont réservés pour la logistique et un tiers pour le renseignement. Le colonel Bobo demande d'inverser, de consacrer plutôt 2 tiers pour le renseignement humain et le renseignement logistique, et 1 tiers pour les unités qui, elles, seraient mobiles. Moi, je pense que c'est une proposition extrêmement intéressante qui permettrait non seulement d'avoir une meilleure connaissance des déplacements, peut-être même des cachettes de ces gens-là et leurs moyens de déplacement, leur voie de dégagement ou bien de repli, et maintenant consacrer 1 tiers uniquement pour les unités qui, elles, seront opérationnelles mais extrêmement mobiles. Très bien. Je vous invite à lire la réflexion donc, de Bobo Ousmano, qui est colonel de gendarmerie à la retraite, dans le journal L'Œil du Sahel ce matin, parlant de Boko Haram. L'inextirpable, c'est une question que se pose également ce dernier aussi, donc avec des explications que vous aurez à découvrir dans ce dossier de la page 10 à la page 11. Le journal également disponible en kiosque ce matin, c'est le quotidien Le Jour, qui parle de gouvernance. Pourquoi la corruption ne recule pas au Cameroun, avec quelques rangs perdus également par après notamment le rapport de Transparency International. Alors, j'ai rencontré quelqu'un de très sympathique il y a quelques jours qui me disait que la corruption, c'est le sport le plus prisé par les Camerounais, après le football. Je crois que c'est une question qui préoccupe. Ça devrait préoccuper la gouvernance nationale parce que la corruption fait perdre beaucoup de milliards au trésor public, mais ça entache également la probité pas seulement de nos fonctionnaires, mais également des sujets, des citoyens camerounais, parce que pour qu'un acte de corruption soit commis, il faut qu'il y ait un corrompu et un corrupteur. Ouais. Et je pense que la plupart des mesures qui ont été prises aujourd'hui par l'État prouvent qu'elles sont prises, mais elles n'arrangent pas le phénomène. Elles ne font même pas reculer le phénomène. Et le Cameroun est toujours placé parmi les États les plus corrompus du monde, même si on a augmenté un tout petit peu, on a un tout petit peu sorti de cette zone. Mais la corruption reste un phénomène tout à fait inquiétant. Et je crois que le mal est plus profond. Ça doit d'abord amener, pour celui qui vient proposer la corruption, à lui rappeler qu'il devrait poser un acte citoyen, c'est-à-dire ne pas monnayer un service public. Le service public est gratuit, tout le monde le sait. Mais on se rend compte que la plupart des citoyens, des usagers de ce service public, lorsqu'ils veulent obtenir rapidement un service, sont obligés de proposer 1 franc, 2 francs, 3 francs pour obtenir rapidement ce service. Donc il faut d'abord faire preuve de citoyenneté. D'abord, maintenant, pour la personne qui reçoit ce service, je pense qu'il devrait également faire preuve de moralité publique, de respect de la morale publique, en acceptant, c'est très difficile, j'avoue. Oui, il vous dira que je ne peux pas refuser ce qu'on m'offre. Il devrait, bien évidemment, ne pas accepter ce service de corruption, puisque ça entache non seulement sa crédibilité en lui, mais ça fait perdre de l'argent également à l'État. C'est 2 postures qu'on peut adopter, mais qui sont aujourd'hui extrêmement difficiles, vu le contexte, vu la décrépitude dans laquelle ploie notre société, mais également vu les conditions dans lesquelles vivent nos fonctionnaires aujourd'hui. Nous avons des instruments qui peuvent décourager ce type d'attitude. Il y a la CONAC qui a sorti un numéro vert, le 15-17, sur lequel toute personne qui serait confrontée à un acte de corruption pourrait appeler. Mais est-ce que la question fondamentale aujourd'hui, c'est que est-ce que l'existence de la CONAC et les mesures prises par cette institution contribuent à décourager la corruption? Non, puisque le Cameroun est toujours dans les abîmes de ce phénomène. Il y a un autre aspect fondamental. En même temps, sans vous couper, il y a la CONAC qui estime qu'il y a certains départements ministériels qui ont refusé carrément d'installer les cellules de lutte contre la corruption dans leur structure. La CONAC a été décidée, la création de la CONAC a été décidée par le président de la République et c'est un organisme qui est rattaché à la primature. Lorsqu'il y a des administrations qui ne veulent pas se plier à ces désirata, je crois qu'ils font rapport à la primature qui devrait logiquement en tirer toutes les conséquences. Et c'est un scandale dans une république où on crée une institution de gouvernance et qu'une autre institution vienne fouler aux pieds les missions de cette institution. Donc je crois que le Premier ministre devrait tirer toutes les conséquences sur cette entrave à la mission de la CONAC. J'allais aborder cet aspect qui concerne l'article 66 de notre Constitution, que nous avons tant décrié, qui existe pourtant. Il faut seulement le décret d'application, celui de la déclaration des biens.
Ça bloque parce qu'on n'a pas signé le décret d'application. Et dans le décret d'application, ce décret devrait contenir la création d'un organisme qui devrait recevoir les serments de ceux qui sont appelés à gérer les affaires de l'État. Mais depuis ce décret d'application, depuis 1996 qu'il a attendu, il n'est jamais venu. Et je pense que ça contribue à ce que tous ceux qui sont appelés à gérer les deniers publics sont parfois obligés non seulement à les voler, mais également à tremper dans une sorte de corruption qui fait que le Cameroun aujourd'hui se retrouve encore dans une situation assez extrêmement délicate parmi les pays les plus corrompus du monde. Et je crois que comme la question de la crise anglophone, comme celle de Boko Haram, la question de la corruption mérite également d'être évoquée aujourd'hui par les tabloïds. Et nos confrères de le jour ont pris la peine de mettre un accent dessus. D'accord, 153e sur 180, avec une sorte de dégringolade de 13 places. C'est le rapport de Transparency International. Il faudrait bien regarder ce rapport-là et savoir si les pays les plus corrompus du monde sont vraiment les plus corrompus du monde et si les moins corrompus sont vraiment les moins corrompus. Mais moi, je vais poser une question. Mais qu'est-ce qu'on entend même par corruption ? Au fait, on parle de corruption. On a envoyé des tas de directeurs généraux, de ministres et de hauts responsables dans les diverses prisons du Cameroun pour corruption. Qu'est-ce que leur acte de corruption a été où? Parce que quand on parle de corruption, il y a un corrupteur et un corrompu. Si eux sont des corrompus, où sont les corrupteurs? Pourquoi on n'a jamais arrêté les corrupteurs? Parce que cette façon de voir les choses au Cameroun, moi, il m'amuse un peu. Il m'amuse dans la mesure où c'est un peu chacun qui... Il y a effectivement des détourneurs. Il y a effectivement des personnes qui profitent de leur situation pour obtenir de l'argent. Notamment, on connaît l'exemple des TPG, des trésoriers payeurs généraux, qui tout simplement, quand il fallait vous payer ce qui vous était dû, ils vous exigeaient 30%. Ces fameux 30% qui étaient comme une sorte de loi non écrite et à laquelle se pliaient toutes les personnes qui devaient obtenir de l'argent. Voilà un bel exemple de corruption, mais pour lequel aucun corrupteur ni aucun corrompu n'a jamais été arrêté. La preuve, c'est que tous les TPG à la retraite aujourd'hui sont des hommes immensément riches qui ont des patrimoines immobiliers extraordinaires. Donc moi je pense qu'il faudrait un peu revenir sur cette terminologie de corruption. Et tout à l'heure, j'ai entendu Jean Semé nous parler de la CONAC. La CONAC elle-même, est-elle efficace? Est-elle efficiente? Est-elle même consciente des missions qui sont les siennes? J'ai vu tout récemment dans les réseaux sociaux une lettre signée du président de la CONAC adressée au président de la République qui accuse nommément le procureur de la République de Douala et le procureur général. Il les accuse de corruption. En disant que voilà. Georges nous a dit que c'était un fake en fait. Non, c'est pas été un fake, puisqu'effectivement, selon des sources bien reconnues, il a été avéré que M. Massigams a dit que non, il a été trompé. Mais il signe cette lettre à l'adresse du chef de l'État, il accuse ses hauts magistrats, hein, M. Kiam Jean-Paul et M. Wodougué. Il les accuse d'avoir relaxé une personne qui est recherchée, mais sans donner le nom de cette personne, sans donner les circonstances de l'arrestation et sans même donner la suite de l'enquête. Or, quand la CONAC elle-même est capable de prendre un rapport qui n'a ni queue ni tête, aucune précision, en indexant 2 hauts magistrats, ça veut dire que la CONAC elle-même ne sait même pas ce qu'elle fait. Donc, aujourd'hui, le phénomène des détournements, le phénomène des concussions, le détournement, comment va-t-on traiter l'affaire de M. Lebou, qui lui seul a jonglé avec des dizaines de milliards? On va dire qu'il était corrompu ou corrupteur. Comment peut-on traiter ces personnes qui ont profité de ces comment on appelle ça là, de salaire, de rappel de salaire ou bien de congés indus? Ce sont des corrupteurs ou des corrompus? Donc il faut revenir même à la définition du terme corruption au Cameroun aujourd'hui et de ceux que l'on peut poursuivre et condamner pour corruption. Donc, toujours est-il que les actions sont posées, en tout cas les actes sont posés avec notamment le rapport de Transparency International. Il faudrait donc savoir qui est corrupteur, qui est corrompu au Cameroun. Voilà, donc c'est le quotidien Le Messager, le jour, qui propose le sujet ce matin parlant de gouvernance. Pourquoi la corruption ne recule pas au Cameroun? Vous aurez l'occasion de parcourir. Mutation à un titre parlant du lycée bilingue d'Ayos. À vos ordres. À vos ordres, c'est un autre titre intéressant de nos confrères de mutation. Et je pense que c'est en rapport avec le fait d'Ayos où il y a eu une gifle sous-préfectorale du sous-préfet de la localité à l'endroit d'un enseignant. Et ça fait les choux gras de la toile depuis. Et nos confrères de mutation ont choisi de titrer sur la question aujourd'hui. Il faut d'abord se poser certaines questions. À vos ordres, c'est vrai. Mais il y a des questions fondamentales à se poser. Est-ce que le sous-préfet avait-elle le droit d'entrer dans cet établissement pour sensibiliser? Oui.
Parce que je crois qu'il y a un texte du 12 de novembre 2008 qui fixe les attributions des chefs de circonscription administrative et qui porte également sur le fonctionnement et l'organisation de leurs services. Dans l'article 3 et l'alinéa 2, je crois, qui dit que dans son département, le sous-préfet représente le gouvernement et chacun des ministres de ce gouvernement. Donc, elle était dans son rôle régalien de venir sensibiliser en rapport avec l'ordre public qui a été mis à mal dans cette circonscription. Donc, elle en avait le droit. Maintenant, est-ce qu'elle avait le droit de répondre à une provocation telle que, même si elle est physique venant d'un enseignant, elle a le droit de se défendre. Mais je pense quand même que la hauteur de sa fonction aurait pu lui éviter ce type de réaction parce qu'elle s'est déplacée avec un état-major, elle était en face d'un proviseur chez qui elle pouvait demander tout simplement un constat et prendre des mesures a posteriori contre cet enseignant. Mais là, elle a préféré réagir physiquement à cet enseignant, même si on ne peut pas donner un blanc-seing à l'enseignant qui a porté quand même atteinte physique à une autorité en fonction. C'est extrêmement grave. Donc je pense qu'on devrait ici couper la poire en deux, au-delà de toute polémique et toutes sortes de congossas qu'on a vu dans les réseaux sociaux. Je crois que la poire devrait être coupée en deux entre l'enseignant qui a été malveillant devant une autorité en mission, mais également entre le sous-préfet qui n'aurait pas pu, dans ces circonstances, réagir vu la hauteur de ses fonctions. Donc je pense qu'on devrait faire cesser cette polémique et je pense que le calme est déjà revenu. Aux dernières nouvelles, le calme serait revenu, l'enseignant aurait Alors, été donc on estime aurait été que libéré. ça aurait été un homme qui n'aurait pas réagi de la sorte. Non, je crois que c'est des supputations tout simplement. Il était en... Il y a eu un excès de zèle de sa part, c'est vrai. Que ce soit aujourd'hui une femme ou un homme, je pense qu'il y a quand même eu un excès de zèle de la part de cet enseignant. Mais toutes les conséquences ont été tirées. Il a été interpellé et selon les nouvelles qui nous viennent de là-bas, sous réserve d'être recoupé, bien évidemment, il aurait déjà été libéré parce que les élèves ont effectué un sit-in devant la gendarmerie qui l'a interpellé et on a obtenu finalement sa libération. Mais ça prouve quand même qu'il y a une crise, une tension entre les usagers des services publics et les fonctionnaires, mais également au sein même de l'administration, il y a une tension entre les différents corps et ça fait absolument désordre. Et je crois que dans une république qui se veut quand même une république assez respectueuse, ce type de spectacle devrait cesser où on voit une sous-préfète en train de bagarrer avec un enseignant. Ça fait pas beau. Ce n'est pas une bonne image de notre administration. Et ça rappelle également ce fait qui s'est passé, je crois, il y a une semaine et demie à l'avenue chinoise, ici à Akwa, où on a vu un commerçant cravater un sous-officier de l'armée camerounaise. Donc je crois que ce sont ce type de spectacles qui font qu'on s'interroge sur la qualité de nos recrutements, mais également on s'interroge sur l'esprit civique encore des usagers, des citoyens camerounais et des usagers des services publics. Alors, l'autre question que Georges pose de façon un peu voilée, Madame la sous-préfète avait-elle le droit de gifler l'enseignant? Vous savez, au moment où justement le problème de la violence à l'école est en train d'enflammer tous les commentaires, toutes les spéculations et toutes les supputations, ce fait divers assez burlesque viennent tomber comme un cheveu dans la soupe. On se demande bien comment un sous-préfet peut aller dans un établissement, quel que soit les mobiles, et se retrouver donner une gifle à un enseignant devant ses élèves. Devant ses élèves, et lui-même, et elle-même accompagnée de policiers, de gendarmes. Moi, je pense que c'est une situation assez burlesque, et on peut se demander si elle-même, elle avait effectivement raison de pouvoir poser un acte, ou même pour pouvoir poser un acte de réaction, d'action, de réaction. Donc, ça traduit un peu cette agressivité que l'on rencontre de plus en plus dans toutes les strates de la société camerounaise. Les gens sont d'une violence inouïe, Flavien Valonongo. Vous marchez, vous êtes dans un véhicule, un conducteur de moto, slalom devant vous, vous klaxonnez, vous entendez dire tes noyaux. Vous entendez dire c'est ta route, tu ne peux pas aller dormir, on t'a demandé de vendre quelqu'un. Parfois même ta main pend. C'est-à-dire que les gens ont des réactions essentiellement violentes. Et cette violence se traduit à tous les niveaux, que ce soit au niveau du marché, que ce soit au niveau de l'école, que ce soit à tous les niveaux. Moi, je pense qu'il faut un sursaut, effectivement, de réappropriation de la morale et du sens de vivre ensemble. Parce que, et de savoir vivre. L'enseignement de l'éducation civique a disparu. A disparu. Et les disparu. Conséquence, les gens qui sont dans les quartiers, qui marchent dans la rue, qui sont dans les bureaux, n'ont vraiment pas une très bonne éducation. Les gens n'ont
plus d'éducation dans ce pays. Et c'est pour cela qu'on peut rencontrer ce genre de situation qui démontre que certainement le sous-préfet lui-même a aussi des problèmes à ce niveau-là. Voilà. À vos ordres, Mutation le dit d'ailleurs ce matin. Alors, autre chose à découvrir dans la presse, on parle notamment d'émergence, qui parle de pourquoi le sentiment anti-français a-t-il le vent en poupe. Il y a des experts qui s'expliquent déjà, qui s'affrontent sur cette question. L'émergence est revenue une fois de plus sur une question qui intéresse l'actualité. Et je crois que les rapports aujourd'hui entre la France et les anciennes colonies, dont le Cameroun, est une question d'actualité et davantage intéressante au moment où on parle de cette sortie du franc CFA avec l'avènement de l'éco et où en zone CEMAC également, on est en train de tendre vers cette sortie du franc CFA. Donc je pense que c'est une question fondamentale. Pourquoi donc ce désamour, ce sentiment anti-français au sein même de la communauté africaine? D'abord, il y a ce qu'il faut appeler les souverainistes. Les souverainistes qui pensent qu'aujourd'hui, on est déjà, après plus de 50 ans d'indépendance, on est déjà à même de se prendre en charge soi-même sans avoir besoin que les autres viennent nous dicter la façon avec laquelle on devrait se comporter. Et en ce qui concerne le Cameroun, vous savez que le Cameroun a connu une situation coloniale assez particulière, avec d'un côté d'abord l'Allemagne, après il y a eu cette mise sous tutelle entre la France et l'Angleterre. Donc je crois qu'aujourd'hui, on est plus focalisé sur les rapports entre le Cameroun et la France, en oubliant que le Cameroun a eu d'autres puissances qui l'ont administré. Sur la France, tout simplement, la question de la monnaie fait qu'il y a ce sentiment anti-français qui naît. Mais également, la question des accords militaires. Les accords militaires également créent une certaine tension entre l'intelligentsia ou alors les citoyens camerounais, africains et la France. Sans oublier qu'on a parfois l'impression que la France dicte la politique interne des États africains dans le Cameroun. Donc, ce qui fait qu'il y a ce sentiment anti-français qui naît au sein de la majorité des États qui ont fait partie du précaré français et le Cameroun avec. Alors, la question posée par Émergence a-t-elle sa place? La question, elle a sa place comme toutes les questions que pose Émergence chaque semaine. Parce que vous savez très bien qu'Émergence réunit toujours un panel, une dizaine d'experts ou de spécialistes divers pour essayer de répondre à une problématique. Mais moi je dis, la montée du sentiment anti-français, ça dépend. Mais je voudrais revenir sur un terme qui anime souvent les propos de beaucoup de personnes, les fameux accords militaires entre la France et le Cameroun. Je voudrais que les gens comprennent que l'armée camerounaise est née en 1959. Avant 1959, c'était l'armée française qui quadrillait le territoire camerounais. Et c'est avec la protection, avec l'accompagnement de l'armée française que l'armée camerounaise a pu être créée. Mais aujourd'hui, vous savez très bien que la France n'a jamais véritablement géré l'armée camerounaise. La preuve, c'est qu'il y a une base de l'armée française au Tchad, au Gabon, en Côte d'Ivoire, mais pas en France. Ça veut déjà dire que le Cameroun était assez distant par rapport à la France. Et de deux, aujourd'hui, on voit beaucoup plus Israël auprès de l'armée camerounaise que la France. Donc, que les gens parlent toujours de ces accords militaires entre la France et le Cameroun, c'est discutable. Merci. Nous sommes arrivés au terme de cette édition. C'est la dernière de la semaine d'ailleurs. Je vous souhaite de passer un très bon week-end à vous, chers messieurs, et également à nos chers téléspectateurs. Surtout, n'oubliez pas l'opération en cours. Vendredi soir. Donc, lundi, 9h20 pour la toute première de la semaine prochaine. Bon week-end à tous.